Merci et bonjour à tous. Donc, pour me présenter, je suis Jean-Baptiste Bouzige, donc je suis fondateur et président d'Equimetrix. Equimetrix, en quelques mots, c'est une société qui a 11 ans aujourd'hui, 170 data scientists présents dans 5 bureaux autour du monde. Et on est aujourd'hui devenu un leader et un pionnier sur l'utilisation de la data science dans la création de valeur pour nos clients sur des questions stratégiques et business dans le marketing et hors du marketing. Alors pour parler de data et créativité, c'est un peu embêtant d'avoir une présentation où toutes les polices ont sauté. Ce ne sera pas très créatif, mais ce n'est pas grave. Le sujet de la créativité, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'il fait partie de notre histoire. On a eu la drôle d'idée avec 4 copains de promotion, en étant ingénieur, de vouloir bosser dans un secteur créatif. L'idée de travailler au planning stratégique d'une agence. Et en fait, il y a 13 ans de ça, on est rentré chez DDB. C'était assez compliqué. Et au final, puisqu'on n'arrivait pas à poursuivre cette idée, on a fondé Equimetrix sur cette idée vraiment d'hybrider les deux. Et pourquoi c'était compliqué? Parce qu'on a une vieille tendance à toujours opposer rationnel et créativité, et à vouloir dire soit vous êtes un cerveau droit, soit vous êtes un cerveau gauche. Or, la valeur probablement provient des cas où on est capable d'hybrider les deux. Et dans nos 11 ans d'expérience, on a de la chance, c'est qu'on a eu l'occasion de bosser pour énormément d'acteurs du luxe, que ce soit en mode, joaillerie ou en cosmétique, pour lesquels, en fait, dans la règle du jeu d'utilisation de la donnée, souvent, il y a quelque chose qui est non négociable, c'est qu'il faut rentrer justement dans cet état d'esprit créatif et être au service de cette créativité. Donc, je vais essayer de vous illustrer ça à travers 2 cas. Le premier, c'est le cas où on va chercher à enrichir les approches de création de produits à l'aide de la donnée. Alors, c'est une question extrêmement complexe parce que là, on touche au cœur des métiers de la mode. Pour illustrer cette question, j'ai choisi une simple photo qui est de dire, comme la question revient à la question du est-on capable de définir le style des clients à partir de données quantitatives, là, j'ai pris un des leaders du marché et un des best-sellers sur le marché, qui est le sac que vous voyez ici, qui est le sac qui s'appelle le Speedy chez Vuitton. Et c'est un sac où il vous suffit de vous balader dans la rue, vous en verrez des dizaines avec des styles très très différents. Et ça montre bien cette complexité et toute la nuance qu'on doit mettre quand on veut être capable de définir la création de produits avec de la data. Ça revient du coup pour nous à faire un travail où on va réconcilier des approches très algorithmiques avec le cœur d'un métier. Et en fait, le bon point de départ, c'est de comprendre le cœur du métier. Et donc, ça passe par quoi? Ça passe par la compréhension de ce qu'est le travail d'une équipe de product development, d'un directeur artistique d'une maison de mode, et donc comprendre comment il travaille avec des mood boards, comment il décompose la création d'un produit avec des matières, des couleurs, des motifs, etc. Et comprendre comment on peut définir un style en combinant tout ça. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va réussir à intégrer dans des algorithmes. Donc là, c'est le mapping de plus d'une centaine de milliers de produits. C'est des algorithmes relativement classiques, puisqu'on parle ici de Graph Network, qui sont les algorithmes utilisés pour les moteurs de recommandation les plus connus. Mais en fait, on va pas... la difficulté ici, elle n'est pas dans l'algorithme, mais dans la façon de l'utiliser, d'être innovant dans la capacité à utiliser cet algorithme. Donc ce qu'on a fait, c'est un travail très très fin de configuration, de développement de l'algorithme au service d'une expertise métier qu'on a modélisée, on a presque été dans le mimétisme. Et comprendre comment définir un style par la combinaison de ces éléments du mood board pour en sortir des silhouettes. Et donc être au service de la créativité et servir le product development, mais aussi la façon dont on va agencer les boutiques, les assortiments, la supply chain, et puis bien d'autres usages plus terre-à-terre de ciblage marketing, etc. Puisqu'on a parlé d'algorithmes de recommandation, un deuxième cas, plus standard d'utilisation des algorithmes de recommandation, dans le secteur de la cosmétique. Les algorithmes tels que vous les connaissez, en général, vous choisissez un produit et on va vous recommander les produits qui sont les plus proches dans ces Graph Network. Donc les Graph Network, ça a un plus, c'est que quand vous lisez un tel graphique, la proximité visuelle correspond à une proximité potentielle d'achat. Il se trouve que ces approches peuvent paraître un peu trop simplistes ou brutes de décoffrage à des acteurs. Et en l'occurrence, là, on avait un acteur qui mettait énormément de poids dans la capacité à avoir
une vision très personnalisée, encore une fois, du style via ses make-up artistes. Or, les make-up artistes, ils étaient un peu victimes de leur succès, c'est-à-dire qu'il y avait très peu d'accès à ces make-up artistes, et donc il fallait le nourrir. Et donc là encore, l'approche, elle consiste à comprendre ce qui est au cœur de cette créativité du make-up artiste. C'est quoi? C'est comprendre quelle est la complexité de tout ce métier-là, tous les produits, et comprendre qu'aujourd'hui, il suffit d'aller sur YouTube pour le voir, en fait, ce travail de make-up artist, c'est le travail qu'on appelle de routine de make-up. Teint, yeux, lèvres, sur le teint, prime, foundation, blush, etc. Devenir nous-mêmes des experts. Alors je vous rassure, je ne saurais pas, enfin, ou en tout cas je vous déconseille de faire appel à mes services pour vous maquiller, mais comprendre cette mécanique, pourquoi? Parce que l'idée, c'est de piloter, encore une fois, des choses très rationnelles, avec la touche vraiment de compréhension métier, de créativité, et de se dire, je ne vais plus suivre cet algorithme en prenant juste le point d'où je pars et les points les plus proches, mais plutôt le piloter en le forçant à suivre cette routine de maquillage. Voilà. Donc là, en l'occurrence, un teint, yeux, lèvres classique. Mieux encore, y injecter une ligne éditoriale, c'est-à-dire mixer de la recommandation basée sur l'historique d'achat avec de la recommandation de make-up artiste. Ce qui est bien, c'est de l'expliciter auprès du client, lui expliquer. On n'est pas en train d'avoir un côté directif qui vous dit que faire. Plutôt, on mixe quelque chose qui est basé sur votre comportement d'achat avec des choses un peu nouvelles, des tendances, etc. Et le mieux du mieux, c'est d'être capable de flécher la recommandation. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que ces algorithmes complexes, en fait, souvent ont un défaut sur l'interprétabilité. Expliquer pourquoi on recommande tel ou tel produit. Ce qu'on fait, c'est qu'on met une seconde couche de modeling dessus pour être capable d'expliquer si j'ai recommandé ce produit, c'est parce qu'il y a une adéquation sur la couleur avec le produit précédent. Si je recommande tel autre produit, c'est parce qu'en termes de style, de praticité, etc., je suis en ligne avec le produit précédent. Flécher la recommandation, rendre ça de manière transparente, ça permet d'éviter l'écueil des moteurs de recommandation qui auraient tendance à trop simplifier et à reproposer encore et encore toujours les mêmes produits. Et on a en tête ce qui s'est dit pendant les élections américaines sur servir le même contenu aux mêmes personnes. Mais l'élargir et avoir plutôt une ligne éditoriale, une ligne de conseil d'accompagnement du client. Alors là, on parlait de mettre la data au service d'approches qui sont profondément créatives. Mais comment faire l'inverse, c'est-à-dire partir d'une pratique d'un directeur marketing, par exemple, qui a des outils très rationnels de prise de décision, d'arbitrage sur les budgets, et comment prendre en compte dans des modèles data tout ce qui fait la force du directeur marketing, c'est-à-dire son intuition, et sa mémoire, c'est-à-dire son expérience de tous les dispositifs qu'il peut mettre en œuvre. Alors pour cela, par exemple, si on prend des modèles très très rationnels d'arbitrage, le marketing mix modeling, aujourd'hui Ecometrix est un des leaders mondiaux sur le sujet, c'est des modèles très simples d'optimisation, de mesure holistique du ROI, offline, online, trade marketing, prix, et aussi les phénomènes sur le marché, et qui permettent d'isoler ce ROI et cet impact des différents leviers, et de faire de la prévision, de la prescription, et de piloter ces investissements-là. La limite de ces modèles, c'est qu'une fois que vous avez décomposé vos ventes, et chaque sous-couche étant vraiment l'additionnel créé par tel ou tel investissement, vous pouvez être dans une approche qui manque de créativité. C'est-à-dire que vous faites le ranking de vos ROI, et vous avez du mal à sortir de cette efficacité historique. Comment le nourrir? C'est toujours un aller-retour entre des approches très qualitatives, comme on l'a vu avant, qui peuvent être nourries par la donnée, et ces approches-là. Je veux comprendre comment m'imposer au long terme. Je vais essayer de comprendre cette baseline, comprendre comment elle se décompose. Quels sont les phénomènes externes? Créer des mini-modèles un peu et des proxys, par exemple ici, pour détecter, grâce aux Google Queries, quelles sont les nouvelles marques qui percent, quels sont les nouveaux sujets qui percent, tel ou tel type de produit ou de sous-catégorie. L'injecter ensuite dans le modèle pour mesurer l'efficacité et avoir une boucle sans cesse entre une perception qualitative nuancée de mon marché et une perception quantitative qui me sert de langage unique. La même chose sur à qui adresser ces produits-là. On a eu la chance aux États-Unis de pouvoir croiser des données de notre client avec les données Macy's et de se rendre compte que par segment de client, par segment d'appétence client, donc ça peut même être des types de peau, etc., on avait des stratégies médias différenciées. Le but de tout ça, c'est de mettre de la nuance et de couvrir tout le terrain de jeu d'un directeur marketing, du stratégique au tactique, sur les questions du pourquoi, quoi, quand, à qui, etc. Couvrir tout ce terrain de jeu, ça nous permet d'avoir la data toujours au service de la création de nouvelles idées et d'avoir la boîte à outils qui nous permet de jongler
et d'être, encore une fois, au service de cette créativité, et non pas d'obliger les pratiques marketing à rentrer dans des pratiques data. Voilà. Le but du jeu, ce n'est pas de remplacer l'expertise du directeur marketing, mais plutôt de créer un nouveau type de profil qui va permettre d'enrichir mutuellement créativité et data. Alors, en ayant commencé ma carrière chez DDB, je suis assez attaché au précepte de Bill Bernbach, qui a déclenché un peu la révolution créative en mixant les profils d'art director et de copywriter. Nous, notre idée, c'est que le profil qui a de l'avenir, c'est ce profil de creative scientist, qui est un profil qui rassemble le meilleur de la compréhension fine des mécaniques marketing et de la data. J'espère que ça vous a donné envie de creuser et de mettre vos pratiques data vraiment au service de votre expertise et non pas de vous forcer à rentrer dans des nouvelles pratiques data. Je vous remercie.